Alors, c'est vrai que la question de l'école, c'est vraiment une question fondamentale pour un pays. Je crois qu'Anne Coffini était venue, c'est ça l'année dernière. Je ne sais pas quand, mais il y a des liens, oui, avec Anne Coffini. Anne Coffini qui a fondé la Fondation pour l'école. Je pense que vous êtes sensible à la question scolaire parce que, de fait, l'école est vraiment ce qui embrasse non seulement l'avenir des nouvelles générations, mais ce qui embrasse un territoire, ce qui concerne des familles, ce qui concerne une vision de l'éducation, une vision de l'enseignement. Et nous savons aussi que la République, la Troisième République en France, elle s'est fondée sur l'école républicaine. Nous savons que la République, elle s'est fondée sur une vision scolaire très importante qui s'est déployée spécialement au début du XXe siècle. Alors nous, qu'est-ce qui nous a amené à penser les écoles paroissiales? C'est d'abord 3 expériences. La première, c'est que moi-même j'ai été 4 ans responsable de paroisse à Toulon. Il y avait une petite école sous contrat, une centaine d'élèves, et on a vu tout le bien que cette interaction école-paroisse pouvait faire pour un territoire donné. Beaucoup de familles ont retrouvé la pratique de la foi. Beaucoup de familles à travers cette école, ont trouvé de quoi être accompagnées sur leur questionnement éducatif. Et c'est vrai que ça, moi j'ai dit à Monseigneur, l'évêque de Toulon, mais c'est vraiment génial, l'école paroissiale, une école dans un territoire donné avec une centaine de familles, c'est un potentiel, c'est une surface sociale extraordinaire pour donner un message et accompagner des personnes, parce que, moi je dis souvent, les parents, on les voit à la sortie de l'école tous les jours, prendre un café, taper la discute et tout ça. Donc ça c'était la première vraiment prise de conscience que les écoles en lien avec une paroisse, c'est un cocktail assez explosif, et dans le bon sens du terme bien sûr. Deuxième expérience, c'est que moi-même j'ai été très concerné par la question de l'enseignement, de la question des programmes scolaires. Nous savons que c'est une question cruciale, la question non seulement des programmes scolaires, mais aussi la question de qu'est-ce qu'on entend par l'enseignement. Et nous qui sommes sensibles à cette question-là, nous savons que l'école vit aujourd'hui une crise, qui est la crise de l'éducation, pas simplement à un contenu, l'enseignement de contenu, mais la question vraiment de permettre à des jeunes de se poser des questions fondamentales sur le sens de la vérité. Vous connaissez un petit peu comment l'Église catholique pense la question de l'enseignement, c'est avant tout pas simplement transmettre des contenus, mais éveiller au sens du vrai, du beau et du bien. La triade des transcendantaux, déjà Aristote avait bien vu. Enseigner, c'est quoi fondamentalement? C'est éveiller à l'amour du vrai, du beau et du bien, et du coup de créer chez les jeunes la capacité à se poser des questions, à critiquer, à l'aune, à la lumière de ce qui est vrai, ce qui est bien, parce qu'il s'agit pour ces enfants de fonder des familles plus tard et puis de prendre des responsabilités dans la société. Et puis la troisième, sur ce deuxième point, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des espèces. Donc j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 4 ans, qui s'appelle Stabilité des espèces, l'enquête, et c'est ça aussi qui m'a aidé avec son enseignement. On ne peut pas aujourd'hui renouveler l'enseignement si on n'a pas une vraie réflexion sur la nature du cosmos, la nature de ce que nous voyons, la nature donc, des espèces, les espèces animales et végétales. Qu'est-ce que c'est d'un point de vue philosophique et théologique? Parce qu'il s'agit vraiment de faire voir à des jeunes qu'est-ce qu'ils ont devant eux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ce qu'ils ont devant eux en mathématiques, en histoire, en biologie, est-ce que c'est fondé ou pas? Parce qu'il n'y a pas de connaissance, vraiment, s'il n'y a pas, en tout cas c'est ma vision des choses, une vraie capacité à saisir l'être même des choses, la vérité des choses. Voilà, et puis donc la troisième chose pour introduire, c'est que moi-même je suis vraiment, bon là c'est le côté sacerdotal, mais j'ai été assez bouleversé dans le monde évangélique par le fait de voir des jeunes de 20-25 ans créés partout en France et aussi dans les milieux anglo-saxons, des communautés chrétiennes. On voit des jeunes de 25-30, de 20-25, qui prennent à cœur la question de il faut se bouger pour ce monde et en tout cas d'un point de vue chrétien, on peut créer des communautés chrétiennes qui partent de rien et changer un territoire donné en donnant un message. Et c'est assez impressionnant de voir des jeunes qui sont prêts à
faire le choix de travailler à mi-temps et de prendre un autre mi-temps pour la question spirituelle, pour certains, pour la question aussi d'autres, question sociétale. Et donc j'ai travaillé, ça a été mes mémoires de théologie, de maîtrise de théologie, sur le phénomène d'implantation de l'Église évangélique, et avec un regard catholique sur ce phénomène de création de communautés chrétiennes qui est massif. En 30 ans, il y a 3000 communautés chrétiennes qui ont été fondées en France, aux États-Unis des milliers. Et donc dans ce projet, nous avons travaillé les principes de multiplication, parce que nous cherchons à multiplier ces écoles paroissiales. Et il y a des principes pastoraux, pédagogiques, des principes à mettre en œuvre au niveau concret pour que les écoles se multiplient. Alors, première partie, donc qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité de cette école paroissiale? Aujourd'hui, on ne peut pas, à mon avis, penser vraiment une éducation solide des enfants si on ne prend pas en compte que cet enfant vit dans une famille qui, pour la moitié d'entre eux en France, vit une crise. Bien les parents sont séparés, vient une recomposition de la famille. Et donc, l'Église a toujours fait des écoles catholiques, mais elle n'a jamais fait d'école catholique qui pense en même temps l'enfant en lien avec sa famille. Donc cette école, elle vise à la fois l'éducation des enfants, l'enseignement des enfants, les écoles que nous fondons, et aussi l'éducation et l'accompagnement des familles dans la foi. C'est vraiment la spécificité du projet, de penser l'enfant en lien avec sa famille. Alors je vais vous dire un petit peu plus comment nous pensons l'éducation des enfants au cœur de ce projet. Nous avons 5 valeurs qui fondent vraiment l'éducation et l'enseignement des enfants. Donc, ce qui est le propre de notre projet, c'est de les tenir ensemble. Parce que finalement, tout le monde, je pense que les valeurs que je vais dire, tout le monde les partage. Mais de les mettre en œuvre, c'est pas si évident, concrètement sur le terrain. Parce qu'il faut le faire. Il faut avoir des équipes qui soient capables de le faire. Alors, la première, c'est l'excellence dans l'enseignement, avec ce que j'ai dit, éveiller à l'amour du vrai, du beau et du bien, et une excellence aussi dans les programmes scolaires. Donc, on a un comité pédagogique où on travaille sur les méthodes pédagogiques. Bon, il y a déjà un gros travail qui a été fait par des personnes, donc on reprend des choses, mais on a aussi des notes propres. Ensuite, au niveau éducatif, Pierre-François nous en dira un petit mot, mais on a une vraie valorisation de la dimension éducative dans le projet. Alors, moi, j'aime bien dire que le temps du midi dans la cour, c'est aussi important que ce qui va se passer le matin et l'après-midi dans l'école. Parce que le temps du midi, c'est là que l'enfant il peut s'écrouler parce qu'on le casse, ou bien il va retrouver la joie d'étudier l'après-midi. Il faut écouter, pour étudier, il faut de la joie. Et alors la troisième dimension qui est fondamentale pour nous, c'est l'émerveillement. Donc ça rejoint toutes mes recherches aussi que j'ai faites sur la création. Donc on essaie de faire en sorte que le plus de mercredi matin possible, les enfants aient un cours d'émerveillement. Donc ça c'est quand même assez spécial. On a développé ce cours-là où les enfants vont s'émerveiller de la beauté de la création, donc élargir leur cœur en étant en contact avec la nature et en travaillant des espèces concrètes. Donc, cette année, on a travaillé le citron, la figue, on a travaillé le thym, le romarin, là on va travailler sur les lapins, la tortue aussi. Vous savez, c'est Platon qui disait « l'éducation commence par l'étonnement ». Aristote aussi l'avait bien vu. Il n'y a pas de... Il faut élargir le cœur des enfants. Et un théologien qui s'appelle Servet Pinker, ça indique que l'émerveillement, c'est la vertu la plus fondamentale parce qu'elle rassemble toutes les autres vertus, les vertus morales et intellectuelles, parce qu'on voit bien qu'elle est à la synthèse de la volonté et de l'intelligence. Quand on s'émerveille de quelque chose, ça nous met en avant, ça nous bouge. Ensuite, la vie spirituelle, bien sûr, donc ça, on peut l'imaginer dans une école catholique. Et puis, une note très propre, c'est l'engagement des parents dans le projet. C'est un projet pour les parents, où on veut que les parents créent des liens avec eux. Mais c'est un vrai défi de faire que cette école puisse avoir des parents engagés, c'est pas évident à relever. Mais c'est ce qui fait qu'on va pouvoir, nous allons dire un petit mot, avoir une cohérence éducative aussi entre ce qui est fait à l'école et ce qui est dit à la maison. Donc on a une école des parents dans le projet. Tu peux peut-être dire un petit mot dessus, sur cette cohérence éducative? Oui, bien sûr. Oui. En disant qui tu es et ce que tu fais du coup. Oui, dans l'école. Oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Elisa, j'ai 21 ans et je fais une année de césure dans mes études.
et je suis à l'Institut de formation avec les autres étudiants. Oui, par rapport à cette cohérence éducative, parce que je pense que c'est que cette école, elle ne serait pas vraiment pour les enfants si on ne prenait pas soin des parents. Donc, en fait, l'important c'est d'harmoniser la pédagogie à l'école et à la maison. On pense par exemple à l'exemple très concret de la télé. C'est très difficile de garder les enfants concentrés quand le matin ils passent 1 heure devant la télé avant de venir à l'école et le soir 2 heures en rentrant. Donc voilà, on fait chaque mois une école des parents, dont le père Olivier vous parlera plus en détail. Une école des parents, où, voilà, on rencontre les parents, on va discuter de thèmes et on garde un lien, un contact humain dont on a bien besoin de nos jours. Voilà. Tu veux dire un petit mot sur ce que tu fais à l'école dans la dimension éducative? Oui. Alors, moi, je m'appelle Pierre-François. Je m'appelle Pierre-François, j'ai 24 ans. Et je suis arrivé là, dans ce projet là, quelques mois après que l'école soit ouverte. Et comme a dit Olivier, je m'occupe plus de la partie éducative. C'est surtout les temps périscolaires, les temps extrascolaires. Et donc moi je suis plus sur les temps entre midi et 2, j'ai passé une année l'année dernière, sur tous les temps entre midi et 2 et les temps d'aide aux devoirs. Et voilà, c'est à peu près tout ce que... Et puis il y a ce qu'on essaie de mettre en place avec Pierre-François, c'est une réflexion pour que les parents qui sont dans l'école puissent aussi acquérir les repères éducatifs pour qu'eux-mêmes puissent avoir vraiment des critères de réponse face à des comportements d'enfants. Et donc Pierre-François aussi c'est pas mal travaillé sur la méthode préventive de Don Bosco, qui est quand même assez forte, sur la question de la punition, comment punir un enfant et qu'est-ce que c'est bon ou pas. On essaye de mettre des équipes un peu en place, vu que comme l'a dit Elisa, il y a un lien avec les parents qui se fait. Et donc avec les parents sont aussi investis à l'école, donc ils viennent sur les temps entre midi et 2 et aussi sur les temps d'aide aux devoirs. Et donc pour qu'on ait une vision commune, il y a aussi une formation qui est nécessaire pour ces parents qui viennent m'aider ou nous aider sur les temps entre midi et 2 et d'aide aux devoirs. Donc il y a un contenu, c'est un enseignement qui est transmis à ces parents. Donc comme a dit Corée, là c'est la pédagogie préventive de Don Bosco dont on s'inspire. Et pédagogie Don Bosco, ouais. Ce serait quoi par exemple? La pédagogie préventive de Don Bosco. Oui, quels sont ce que vous mettez en place concrètement? Ouais. Il y a une anecdote Oui, il y a une anecdote, il y en a plein. Ce que j'ai déjà je trouve intéressant, c'est qu'on a mis du temps à trouver le bon moyen de récompenser les enfants. Donc on a testé plusieurs choses. Une des choses qu'on a testées qui est assez simple, c'est les flots d'or. C'est-à-dire que les enfants, chaque semaine, alors ils peuvent recevoir une récompense. C'est très important pour eux de porter le flot d'or, signe qu'ils se sont aussi bien comportés pendant la semaine. Et le flot d'or, il récompense pas simplement le fait de bien travailler dans la classe, mais aussi le fait de s'être bien comporté. Et Pierre-François peut faire monter à la directrice tel ou tel comportement d'enfant. Et donc, oui, on te valorise. Alors après, dans la méthode préventive, mais c'est Pierre-François peut-être en parler un peu aussi, mais c'est le fait qu'on essaie vraiment de développer des relations d'amitié avec les enfants qui font que finalement la punition serait tu veux dire un petit peu? C'est de réparer la faute. La punition, c'est je répare la faute. On a blessé la relation. L'idée c'est d'abord mettre une relation, comme ça, moi je pense à l'autorité des maîtresses par exemple, c'est l'idée de tu n'as pas respecté et tu brises le lien de confiance que j'avais en toi. En fait c'est important de responsabiliser l'enfant, parce que en fait on n'est pas supérieur à eux, ce sont des êtres qui ont toute leur dignité, donc c'est important qu'il y ait une confiance. Et donc par rapport à ça, là, ce qu'elle dit par rapport à la responsabilité justement des enfants, c'est que, alors cette année ça n'a pas été remis en place, mais l'année dernière on avait mis avec les enfants des équipes de vie avec différents services dans l'école, en s'inspirant un peu du scoutisme. Et après il y a un truc aussi, c'est comme c'est des tout petits effectifs,
bah, du coup tous les enfants se connaissent et il y a un effet de... Ça fonctionne pas par classe, mais ça fonctionne beaucoup entre... il y a des frères et sœurs, il y a tout le monde en même temps. Et tous les mercredis matins, là où il y a le cours d'émerveillement, il y a aussi un temps de grand jeu. Et du coup, les équipes, justement, c'est pas les classes. Et ça fait que on crée vraiment des liens, on apprend aux enfants à jouer entre eux, à jouer vraiment, quoi, que ce soit pas juste une histoire de gagner la récompense du jeu ou je sais pas quoi. On a une petite phrase, l'essentiel c'est pas de gagner mais c'est de garder la joie. Au lieu de l'essentiel c'est pas de gagner mais de Ça fait un peu bisounours mais ça marche bien. Ouais. Oui, donc en fait dans la méthode préventive de Don Bosco, c'est vraiment l'idée, Didier dit ça, c'est que si l'enfant fait une faute, eh bien, plutôt que de lui donner une punition qu'il ne comprendrait pas, eh bien, on va lui dire que tu as blessé la relation, donc pendant un certain temps, quand tu n'as pas réparé, ce lien d'amitié que j'ai avec toi, je vais l'exprimer différemment. Bien sûr qu'on garde ce lien d'amitié, mais du coup l'enfant, comme il nous aime, comme il met sa confiance dans l'adulte, il veut retrouver une capacité de parole de l'éducateur, que l'éducateur le fasse bien jouer, tout ça. Et donc là, l'enfant comprend ça. Et puis aussi dans la méthode préventive, c'est toujours, ça c'est très important l'éducation, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi on l'a puni. C'est-à-dire si on n'explique pas la raison de la chose, c'est sûr que l'enfant ne peut pas comprendre. Et puis l'idéal aussi, ça on ne le fait pas trop, mais il faudrait arriver à faire, c'est de faire réfléchir les enfants en amont sur les propres punitions qu'eux-mêmes se donneraient s'ils ne respectaient pas les codes. Donc, je sais qu'il y a des familles qui le font, ça marche assez bien en famille, c'est-à-dire que les parents se retrouvent avec les enfants à table et puis ensemble, ils disent voilà, si on ne respecte pas les codes, comment vous verriez vous, les enfants, le fait de comprendre qu'il y a eu une enfreinte, comment restaurer la confiance. Alors, je vais parler maintenant de la deuxième dimension du projet. Donc ça, on va peut-être pouvoir revenir dans les questions après de ce qu'on a dit. La dimension pastorale du projet, alors c'est très l'enjeu de la pérennité des écoles hors contrat, c'est la question de garder le cap sur la vision éducative, d'enseignement et pastorale, peut-être, de ces écoles hors contrat. Pourquoi ? Parce que souvent les écoles hors contrat, elles sont lancées par des personnes, des parents, qui sont impliqués pendant 4, 5, 6 ans, tant que l'enfant est en primaire par exemple, et après ils se désimpliquent, ils se désengagent, parce qu'ils sont moins concernés. Donc c'est très important d'avoir une vision, le mot fait un peu peur peut-être, c'est un mot qu'on trouve dans le jargon commercial, puis c'est dans le jargon pastoral, c'est d'avoir une claire image mentale de ce que nous voulons faire et que l'équipe éducative porte cette vision, soit capable de la partager, de la communiquer, parce que, comme on dit dans le jargon pastoral, tous les mois la vision meurt. Et donc, au niveau, en tout cas pastoral, nous avons une vision pastorale qui nourrit l'équipe des profs, parce que donc, au cœur de l'école, nous avons cette équipe des profs, bien sûr, mais aussi quelques parents qui se sont engagés à porter l'école d'un point de vue éducatif et aussi d'évangélisation, et ils se sont engagés sur la vision. Donc, alors, tu veux dire quelque chose sur l'équipe missionnaire peut-être ? Ouais, par rapport à ce que dit le Père Olivier sur cette vision commune qu'on a apportée, donc il y a une équipe missionnaire, donc tous les profs partagent cette vision qui a été choisie ensemble, donc on a choisi cette vision aussi dans la prière, et on a des rendez-vous hebdomadaires toutes les semaines, c'est le jeudi soir, où on se retrouve pour travailler sur la vision, voir si elle est bien incarnée à l'école. Il y a des temps fraternels aussi, on partage nos joies, nos peines, toujours en vue de qu'il y ait une cohésion dans ce qu'on vit, et puis qu'on soit unis, soudés. Ouais. Et vous, c'est quoi votre vision ? Ok. On va la dire. C'est assez spirituel. Hein. Ouais, c'est spirituel. Bah ouais. Alors, ça craint s'il y a un trou. Non, il n'y a pas de problème, je peux la dire. On la réserve pour la fin. Oui, peut-être, ouais. Ok, je vais l'écrire. Voilà, si vous avez compris la vision, si vous arrivez à la formuler vous-même. Mais en tout cas, c'est très important parce que il va dire, ça dit pourquoi on est ensemble. Tu sais, c'est un vrai défi, le grand défi en fait, du renouveau de l'école en France, c'est la capacité à faire des équipes unies avec une vraie tête qui porte un projet, que ce soit dans le public ou dans le sous-contrat.
Et même dans leur contrat, on observe une fonctionnalisation des personnes, parce que c'est la tendance humaine. Et comment lutter contre cette fonctionnalisation des personnes? Eh bien, en se sentant concerné par un appel qui nous dépasse. C'est plus facile quand c'est au niveau spirituel. Et la vision, elle garantit auprès de ceux qui sont appelés que c'est quelque chose, ce projet, il les dépasse, et ils sont appelés dans ce projet. Je vais te laisser la dire peut-être. Oui, bien sûr. Alors, je voulais dire aussi que, vous la mûrissez, cette vision dont tu parles, c'est un peu bizarre de dire vision. C'est quelque chose qui mûrisse, toute l'équipe missionnaire se réunit à un espèce de coach, un niveau dessus. En fait, moi je suis pas dans l'équipe missionnaire, donc je peux en parler un peu de l'extérieur, mais ça me semble important de le dire, parce que c'est pas quelque chose qui sort juste de la pensée de 5 personnes sur leur protocole. Enfin, ils ont tout un accompagnement et il y a des réajustements tout le temps vis-à-vis de ça. Et je sais que c'est ce qui m'a attirée dans cette école, c'était justement d'avoir un corps éducatif, c'est-à-dire que tout le monde est un peu dans la même dynamique et c'est pas, on va pas avoir les critiques des autres profs sur la manière avec laquelle on travaille, et au contraire on va vraiment pouvoir accompagner l'élève, parce qu'en fonction des matières, on va se compléter, on va vachement fonctionner ensemble. Oui, donc voilà, donc la vision, elle est spirituelle, hein, c'est à partir aussi de certains versets bibliques. Donc c'est d'un seul cœur brûlant, d'un seul cœur brûlant, dans l'esprit de louange et de joie, nous œuvrons à l'épanouissement des enfants et des familles pour que vienne ton règne. Amen. La référence La référence En fait, on l'a construite, hein, c'est-à-dire que... C'est un patchwork de citations. Voilà, c'est un patchwork de citations, mais surtout on a reçu ça dans la prière, et c'est ce que nous voulons vivre pour maintenir une cohésion d'équipe et faire en sorte qu'on puisse faire un bon boulot au niveau professionnel. C'est vraiment fondamental ça. Moi-même j'ai créé une entreprise il y a 18 ans. Dans les entreprises, s'il n'y a pas de vision pour relancer la motivation, ça ne tient pas. Et le problème de l'école, c'est que, l'école catholique aussi, c'est qu'on n'a pas de leadership. C'est la crise du leadership, elle est très importante cette crise. Et donc nous, on essaie de donner une vraie autorité à la directrice de l'école, parce qu'elle a une équipe qui veut avancer dans un appel commun. On se sent appelé dans un projet. Il y a un appel. Sans parler du niveau spirituel, il y a quelque chose qui me dépasse, et je vais servir quelque chose qui me dépasse. Voilà. Alors, bien sûr qu'après, il y a toute la dimension pédagogique du projet. Donc, au niveau pastoral, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est là que ça intéresse. Ma maîtrise de théologie va être publiée aux éditions d'Akato, donc ça c'est expliqué donc bientôt dans un livre qui s'intitule Mission et unité de l'Église, et je parle beaucoup de l'analyse catholique des grands principes d'implantation chez les évangéliques, et donc nous reprenons les grands principes. On en a donné un. Le premier, c'est d'avoir une vision claire, pastorale, éducative, pédagogique. Je vous donne les 3 autres critères d'implantation qui font qu'une école peut marcher au niveau catholique, mais je ne me tente pas trop. La deuxième, c'est de créer une culture missionnaire au cœur de l'école, donc d'aller vers les gens. Il faut aller vers les gens. Les gens ne viennent pas forcément à nous. Troisièmement, c'est d'avoir un vrai accompagnement des personnes. Et quatrièmement, c'est de penser la multiplication de l'école. C'est-à-dire qu'on observe dans le milieu de l'implantation que si aujourd'hui, l'école qu'on fait, on se prépare déjà à en faire une seconde, et bien on sera plus professionnel dans la première. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On a entamé un processus de qualité dans l'école, parce qu'on sait qu'on veut faire une deuxième école. Vous voyez ? Parce qu'on sait qu'on veut multiplier les écoles, on est obligé d'être pro et d'être qualitativement fort sur ce qu'on fait déjà dans l'école. Parce qu'il n'y a pas de multiplication sans process. Sans ce que nous appelons dans la théologie pastorale des modèles d'intervention où on sait qu'on peut reproduire des choses parce qu'elles fonctionnent. Peut-être certains connaissent certains process en entreprise, bon, c'est un peu la même chose, mais ça s'applique tout à fait dans le cadre de l'école. Nous, par exemple, le process du cours d'histoire en CO2, il faut que ce soit un process, on ne va pas réinventer un cours d'histoire à chaque année. Et il faut qu'on soit capable de baliser la pédagogie de ce cours-là, le contenu. Pareil sur le cours d'émerveillement. Là, on arrive à 6 ou 7 fiches qui sont vraiment de qualité. L'idée, c'est qu'on arrive à 30 fiches, on fera un bouquin qui servira à une autre école. Parce que ce travail, on capitalise. Bon,
Je me dis, si on arrive à la fin d'une première partie, là, ouais. il y a peut-être des questions suscitées, en fait, parce que c'est quand même très nouveau, tout ce que vous dites. Enfin, pour moi, c'était nouveau au départ. Peut-être pour vous aussi. Il y a une question, Lucie, au fond. Oui. Moi, je pourrais juste parler très concrètement. J'ai deux questions. Comment vous financez et combien ça coûte par enfant de mettre un enfant dans une école comme celle-là? Et la deuxième question, c'est que au niveau de la société, est-ce qu'on risque pas de faire des îlots fermés avec des familles qui vont dans la même église, qui vont toutes dans la même école, et puis du coup, finalement, on se retrouve tous dans le même cocon et il n'y a pas d'oxygène. Ce sont deux questions qu'on nous pose souvent et qui sont importantes. Donc la question du coût, pour vous donner un ordre d'idée, une école avec 70 élèves, ça coûte 12 000 € par mois, sans compter le financement du bâtiment. C'est-à-dire que pour qu'une école fonctionne comme ça, il faut une paroisse qui offre des bâtiments, donc il ne fera pas payer les loyers, et une école c'est 1,5 million, 2 millions au niveau des bâtiments, parce qu'il faut quand même de la surface, un terrain, etc. Donc on considère que le capital immobilier, il est donné ou prêté, et on n'a pas à payer ses loyers, parce que c'est souvent 1 000 à 2 000, voire 3 000 € par mois. Donc la question c'est comment nous finançons cette école. Donc, de fait, il y a 3 grandes sources de financement, dont 2 sont bien mises en place dans l'école. La troisième elle est en cours et elle s'annonce bien. La première c'est qu'il y a un système de parrainage où, d'ailleurs j'ai apporté des bulletins de parrainage, où en fait, mais ça marche bien, parce que comme c'est une école paroissiale, c'est ça qui est très important en fait, parce que souvent les écoles en contrat elles ne sont pas paroissiales. Donc elles se coupent de la réalité économique de la paroisse. Nous, il y a 400 paroissiens. Donc beaucoup donnent 10 € par mois. Et avec ces 10 € par mois, on arrive aujourd'hui à peu près à plus de 2 000 € juste avec des parrainages. Donc pour que l'école fonctionne, il faudrait arriver plutôt à 3 000. En tout cas au niveau des parrainages. Je veux dire, c'est un bon progrès. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il n'y avait rien. Là, on a, sans rien faire, tous les mois, il y a plus de 2 000 € qui tombent, avec plus d'une centaine de parrains qui sont engagés à donner, certains donnent 30, 50, et beaucoup donnent 10 €. La deuxième, c'est la cotisation des familles. Une école hors contrat, le prix moyen d'une école hors contrat, c'est entre 180 et 250 € par mois, ce qui est demandé aux familles. Nous, on a fait le choix de ne pas dépasser 100 € par mois, parce qu'on veut une école paroissiale populaire. 100 €? 100 € par mois. Non, c'est pas rien du tout. Parce que l'enfant nous coûte à peu près 300 € par mois. Alors comment... en fonction de leur revenu. Ouais, et ils sont effectivement... Donc alors on a quand même... on a tout un débat entre nous. Mais cette année en tout cas, on a mis un tarif d'entrée, ce qui n'était pas le cas au début. Au départ c'était plutôt sous le niveau d'un public de l'église. Mais 100 € c'est rien. Si vous voulez, ça coûte 3 € par jour pour l'école. Enfin, c'est rien. C'est 2 cafés quoi. C'est vrai, quand on réfléchit, c'est rien quoi. Enfin, elles font 4 € par jour parce qu'il y a les jours fériés. Enfin, mais c'est rien quoi, je veux dire, avec tout ce qu'il y a derrière. Alors maintenant, la troisième, c'est que là aussi, c'est sous la forme de la multiplication. C'est que nous avons des terrains paroissiaux, on a 2 terrains paroissiaux, et on va commencer d'ici fin juin à construire 2 maisons qui vont rapporter 3 000 € de loyer. En gros, pour que l'école fonctionne, il faut 2 500 € de parrainage, 6 000 € de cotisation des familles sur la base de 100 € pour 70 enfants, ça fait 7 000, et 3 000 € de loyer qui rentrent de manière fixe par les maisons qu'il faut construire. Donc nous, dans notre projet, on va aider aussi les prêtres à construire des maisons. C'est un projet qui en main. Il y a le salaire des professeurs. Ah si, alors les profs, ils sont payés, c'est tout à fait. Donc tout ça, c'est pour ça, c'est des coûts. Alors après, les professeurs, ils sont payés normalement. Alors souvent la grille de la convention collective des écoles hors contrat, nous on voudrait payer un peu plus, mais certains, enfin, on est plutôt dans cet esprit-là, parce qu'on veut aussi que les profs restent. Mais vous voyez, dans l'école il y a 4,5 ETP, vous voyez ce que c'est ETP équivalent temps plein, il y a 5 bénévoles en plus, c'est que il y a pas mal de bénévoles aussi qui se donnent, mais là ça vous dit en fait que c'est tout à fait possible de monter des écoles hors contrat et que ça peut tout à fait fonctionner. Pourquoi? Parce que la question des terrains, en fait, si la paroisse elle a des terrains, les terrains autofinancent le prêt et rapportent, parce que vous voyez, les prêts souvent, en fait, c'est en euros, c'est intéressant. Des maisons comme ça rapporte 6%,
la somme avancée rapporte 6%, on n'a pas à payer les terrains, et les taux d'emprunt sont à 1,5%. Donc on gagne 4,5% pour 100 000 € investis. C'est-à-dire que si j'investis 100 000 €, enfin bref. En gros, vous êtes un petit peu curé et spéculateur. Non mais en gros, c'est vrai, non mais il faut être concret, c'est-à-dire que pour ce projet-là, il faut avoir une vraie vision économique, mais pas surtout parce qu'on fonde le projet. Mais si nous, l'idée c'est de créer quand même une capacité d'accompagnement des prêts sur des terrains diocésains, on s'arme juridiquement, économiquement pour multiplier des projets immobiliers en France sur des terrains, si possible, diocésains. Et donc le projet aussi s'arme d'une vraie vision économique. Alors je ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon je vais vous parler il y a plein de trucs dedans, mais le truc très concret c'est qu'il suffit d'avoir, si rien, il faut 500 000 € de capital, vous faites 2 maisons, il y a le terrain, 500 000 €, c'est une belle maison, et avec une belle maison on finance une école. Mais quand on fait, c'est rien quoi, c'est rien. Une belle école, une belle maison, il y a des belles maisons partout. Et bien avec ça on fait vivre 70 enfants. C'est pas grand chose, à condition qu'on ait effectivement, ça soit une école paroissiale. Sinon ça ne marche pas. Ouais. Donc, et puis sur l'aspect de la participation des parents, une chose que vous nous disiez tout à l'heure en privé qui est importante, c'est que certains parents payent 30 € par mois parce qu'ils ne peuvent pas payer plus, et on ne leur demande pas plus, 30-40 €. Certains parents peuvent payer beaucoup et veulent généreusement payer beaucoup parce qu'ils pensent que c'est bien, et donc ils vont payer 200 € l'an prochain, ils ne sont pas du tout obligés, ils pourraient payer que 100. Ça c'est très important parce que la plupart des écoles dans le sous-contrat ou dans le hors-contrat, on demande la fiche d'impôt. Moi je trouve que personnellement je trouve que c'est dur de montrer sa fiche d'impôt parce que là on est catégorisé. Donc nous on ne rentre pas dans le système, mais finalement on donne un prix d'entrée et après c'est cas par cas. Parce qu'il y a si vous voulez, il faut de la générosité. Les parents sentent qu'il y a de la générosité dans ce projet. Il y a des gens qui se donnent vraiment. Donc après la générosité elle vient. Plus on donne, plus on reçoit. Moi je suis persuadé de ça. Et moi chaque fois que j'ai un pari, hier on a eu un pari de 10 €. Je suis prêt à dire, Seigneur, tu es fidèle quoi. Et parce que les gens sentent la générosité du projet. Alors j'en viens à votre deuxième question qui est. Sur la deuxième question. Ah bah vas-y si tu veux dire. Non, je voulais pas vous dire. Il existe du communautarisme. D'accord. Non, il y a de l'oxygène dans cette école. Sinon, je ne serais pas venue. Enfin, vraiment, moi, c'était vraiment mon critère parce que je m'intéresse énormément aux enjeux d'éducation. Et justement, je m'intéresse particulièrement aux nouvelles pédagogies. Enfin, nouvelles. Montessori a 100 ans, mais je m'intéresse particulièrement à Montessori. Et ici, à Lyon, parce que je suis lyonnaise, je m'intéresse à plusieurs écoles. Mais souvent, c'est assez cher. Et en fait, donc c'est élitiste. Et là, on touche justement à une certaine diversité. On ne fait pas des pourcentages, on ne va pas demander sur l'inscription si les personnes sont catho ou pas, mais je veux dire, on a environ un tiers des familles qui sont catholiques pratiquantes. Donc pour nous, c'est quand même plutôt une richesse de voir cette diversité. Dans l'école, il y a une cinquantaine d'élèves. Oui, il y a 47. Oui, c'est une cinquantaine. Donc c'est assez intéressant de voir entre eux, même ça les fait sortir de leurs convictions. Bon, ils n'ont pas l'âge d'avoir des grandes convictions, mais... Non, mais les autres critères aussi, mais il y a le critère de proximité, c'est-à-dire ça se veut une école de quartier. Et donc les parents voient bien qu'ils ont une minute à faire pour aller déposer leurs enfants là. Et en fait, ça crée non seulement une communauté paroissiale, mais même une ambiance de village, quoi. On sort dans la rue, on croise le paroissien ou la fille de la boulangère qui est à l'école. Enfin, il y a une ambiance de quartier. On n'est pas tous dans des vies différentes dans la même ville. Et ce qui fait que oui, voilà. Donc ça, c'est un des critères, c'est proximité. C'est la première condition pour préparer des enfants à la mixité sociale, c'est que dans l'école, il y ait une mixité sociale. Et donc de fait, elle existe parce que c'est une école de quartier et parce que le prix est bas. Et parce que beaucoup de familles qui ne sont pas forcément pratiquantes, qui sont sociaux défavorisés, et bien mettre l'enfant dans l'école. Et donc la préparation à la mixité sociale, elle se vit déjà dans l'école. C'est un premier point important. Là, le second point important,
c'est effectivement de participer à la vie de la ville. Je donne un exemple très concret. Moi, ça m'a un peu interpellé aussi, parce que l'année dernière, on avait participé on avait fait les commerçants du coin. On avait fait un atelier boulangerie, un atelier pain. Et bien, cette année, dans les galettes des rois de cette boulangerie, il y avait un concours qui avait été fait, et il y avait 5 fèves. Et les 5 fèves, c'est les 5 écoles de la ville, dont notre école. Donc on participe à la vie de la cité par les sorties, le carnaval cette semaine. On est visible et on va à la rencontre, et puis les enfants vont à la rencontre des autres enfants. Et puis, je dirais qu'alors, troisième point, c'est tout ce qui va favoriser chez les enfants, petit à petit, en fonction de leur croissance, on les encourage à participer à des activités extérieures à l'école. Il y a une famille là, bon, il faut que vous étiez votre enfant dans un club sportif pour que il sorte aussi. Donc, on encourage les parents il y a le mercredi après-midi, il y a le samedi après-midi, les enfants sortent. Mais derrière votre question, il y a une question assez importante, qui est une question sur laquelle il faut beaucoup réfléchir, c'est comment à la fois tenir le fait qu'il faut d'abord former les cœurs. C'est le débat, c'est à partir de quel moment on met les enfants en contact avec toutes les réalités de l'extérieur. Parce qu'il faut aussi que les enfants soient capables d'affronter cet extérieur. Et nous, dans la vision catholique de l'école, on arme les enfants aussi à être capables d'affronter le monde extérieur, parce qu'eux-mêmes se sentent bien à savoir qui ils sont. Qu'est-ce que ce monde? Et donc, nous pensons que c'est important aussi de veiller à un équilibre. Et surtout en primaire, je pense que c'est pas, surtout avec les enfants dont les parents, les papas sont absents, qui ont pu se faire beaucoup d'amour dans cette école pour se construire. Je pense au petit Luciano. Luciano, voilà, je suis filmé, donc je ne dis pas trop, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de veiller aussi à cet équilibre entre l'ouverture et puis la construction intérieure. Mais c'est une question, je pense, qu'elle concerne davantage le collège et le lycée. Et de fait, il faut y répondre. Maintenant, je pense que c'est très important dans notre projet d'école hors contrat. C'est comme par essence même, il est ouvert à tous, et parce qu'il se veut à la rencontre des familles, et bien il crée des conditions où notre école hors contrat, c'est pas une école ghetto. Au contraire, on va et on accueille. Et nous faisons partie, c'est pour ça que de l'enseignement catholique, dans nos statuts de l'école locale, nous avons mentionné que nous faisons partie des statuts d'enseignement, enfin que nous adhérons aux statuts d'enseignement, et par définition, dans les nouveaux statuts d'enseignement catholique qui ont été faits il y a 3 ans, on dit que l'école catholique, elle est vraiment une école ouverte à tous. Et donc, je pense que c'est la clé, elle est, en gros, pour la primaire, c'est que la mixité sociale soit déjà à l'intérieur d'école. Donc en France, non. Il y a 2 questions avant de passer à une prochaine partie, je crois. Une de Paul, et puis il y a même 3 questions. Alors, peut-être Paul, ça fait longtemps que tu attendais. Non, mais je peux passer mon tour. Je passe mon tour. Ouais, du coup, c'était donc pour savoir si votre système éducatif est applicable éventuellement des populations plus difficiles, pour rebondir par rapport à votre réponse que vous avez fait juste avant. Des populations plus difficiles, du coup, qui sont plus sujettes à la rébellion, ou du coup, qui seraient beaucoup moins réceptifs en fait à votre modèle. Est-ce que vous avez une population facile? Alors, je dirais que... Mais du coup, par rapport, par exemple, à tout ce qui est responsabilisation ou système de récompense, est-ce que ce seraient des populations qui seraient du coup réceptives à ce genre de modèle? Alors, bon, une école, il suffit de... C'est compliqué l'école, hein. Je ne peux pas imaginer. Il peut y avoir un enfant qui mette le why dans l'école. Hein. Mais vraiment, des fois, un enfant peut mettre vraiment le why. Et c'est pas forcément un enfant défavorisé en plus. Donc c'est pas si simple. Je dirais que de fait, si on veut vraiment accueillir des enfants avec des fragilités, tant sur le plan de l'apprentissage qu'au niveau de fragilité, on va dire, de comportement, il faut du monde. Il faut vraiment du monde. Concrètement, il faut des éducateurs, c'est beaucoup d'énergie. Donc je dirais que nous, en tout cas, potentiellement oui. Aujourd'hui, pour y arriver, d'accueillir davantage d'enfants et filles, on en accueille déjà, il faudrait plus de personnel. Donc c'est un dosage. Mais
par définition, une école paroissiale, c'est une école qui est vraiment ouverte à tous. Moi, j'aimerais bien accueillir un enfant handicapé dans l'école aussi. Et par exemple, les écoles d'Espérance banlieue vont davantage appuyer sur la dimension éducative et ils mettent beaucoup de personnel, ils ont des moyens et tout ça. Donc, nous, peut-être dans notre projet, on va insister plus sur la dimension quand même pédagogique et académique, même si la dimension éducative, bien sûr, est là. J'aimerais juste là-dessus, justement, il me semble qu'Espérance banlieue a son domaine qui gère très bien. Et je suis pas sûre que ce soit la vocation de ces écoles-là. Là, c'est des parents qui s'inscrivent en connaissant le projet éducatif qui n'est pas du tout caché, parce qu'il y a cette école des parents tous les mois. Et du coup, qui ont envie que leurs enfants aient un catéchisme en même temps, croyant ou non, quoi, qui savent à quoi ils s'engagent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un personnel, quand le père Olivier dit qu'il y a des personnes qui sont présentes, il y a peu d'écoles qui ont des éduc-spé à l'intérieur, et ça, justement, c'est une richesse de l'école d'en avoir. Et le fait que les parents soient aussi hyper présents, ça met un peu des pseudo-règles aussi, quoi. Si les enfants sont insupportables avec leurs parents sous leur nez, il y a un problème. Il y a plein de parents qui sont là au temps du midi. Pareil, au temps des aides de devoirs, il y a aussi les parents. Et en fait, quand il y a tout un corps éducatif, ça marche bien. Quoi. Mais il me semble que c'est pas le même projet qu'Espérance banlieue. Parce qu'Espérance banlieue, justement, n'est pas revendicatoire. Une dernière question? Oui, justement, c'est pour rebondir parce que je donne des cours d'anglais à Pierre Bénite, là. Et je ne vous mets pas du tout en doute votre volonté d'ouverture et tout ça. Mais moi, je suis arrivée en septembre dans cette classe et je leur ai dit, vous allez écouter de la musique parce que ça va vous permettre d'apprendre le vocabulaire, ce sera plus sympa que un mental ou apprendre des listes, voilà. Et il y a un ou deux enfants qui m'ont dit, madame, quand vous écoutez de la musique, il y a le diable à côté de vous. Donc, parce que c'est des enfants qui sont dans des milieux très radicalisés, et donc je pense que vous avez un projet très chouette, mais qu'il y a quand même une limite à l'ouverture parce que les parents de ces enfants-là les confieront jamais en fait à une école paroissiale. Et d'ailleurs, moi je suis pas d'accord, on a plein d'élèves qui sont comme ça. Disons que en tout cas, ce qui est dans notre projet, en fait, en gros, pour dire, c'est que le label catholique, en tout cas, rassure. Ce qui fait que on a des parents qui inscrivent l'enfant, ils sont ouverts à ce que l'enfant reçoive une éducation chrétienne, et ça permet comme de brasser pas mal de potentiel. Maintenant, vous avez raison de souligner, en tout cas pour des familles avec des cultures particulières ou une religion particulière, ce projet-là peut-être ne va pas les concerner parce qu'on annonce aussi une école confessionnelle. On est clairement confessionnel. Les parents savent. En fait, c'est ça. Je pense que ça rassure dans certains milieux et à partir. Il y a un seuil en fait où ça rassure. C'est pas le même projet, c'est pas le même public. Et que oui, c'est des parents qui dépasseront pas ça. Oui, c'est vrai. Donc ça laisse quand même de côté. Oui, non, c'est vrai, vous avez raison. Mais il faut. Voilà, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Nous, on peut accueillir n'importe quelle famille. Il faut juste qu'ils s'engagent à adhérer au projet éducatif. Or, dans le projet éducatif, on parle de la dimension spirituelle. Mais en fait, quand on regarde dans les écoles sous contrat, beaucoup de familles mettent des enfants dans des écoles sous contrat. Il faut qu'ils soient assez clairement catholiques, mais ils sont intéressés par la qualité de l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas de problème concrètement. Deuxième partie, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, en deuxième partie, peut-être qu'il y en a qui sont un peu déjà fatigués, c'est la plus passionnante. Reprenez un peu de vigueur, si je puis me permettre, parce que je pense que là, vous allez comprendre mieux le projet dans son ampleur, en fait. Parce que là, je parle de l'école concrète, on a démarré cette école primaire, mais nous voulons fonder des collèges et des lycées. Donc, il faut préparer vraiment des équipes. C'est, comme je disais, la question du leadership et la question de la qualité des profs va dépendre beaucoup de notre capacité à connaître les personnes et à rassembler des équipes qui tiennent la route. Donc il faut une vraie formation intellectuelle, une formation humaine, spirituelle qui soit donnée. Aujourd'hui, l'enseignement catholique vit une crise. En France, il y a 8000 établissements catholiques à peu près. Elle vit une crise parce qu'il y a une vraie crise de l'enseignement des professeurs. Pourquoi ? Parce que, on regarde toute l'histoire, pour vous dire un peu
brièvement l'histoire. Jusque dans les années 60, il y avait beaucoup de religieuses, de religieux. Ces religieux sont partis, la communauté commence à fermer. Et la loi Debré a fait que, une espèce de partenariat avec l'État, les communautés religieuses ont accepté que ce soit des profs formés par l'État qui enseignent dans les écoles catholiques. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de profs dans les écoles catholiques pratiquement ne partagent pas forcément les valeurs de l'Église catholique. Donc ça c'est une chose. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, s'est monté en France les Masters NEF, vous connaissez un peu les Masters NEF, Masters de l'enseignement et de l'éducation, qui sont obligatoires à obtenir pour être prof dans le sous-contrat ou dans le public. En fait, pour être prof dans le sous-contrat, il faut à la fois passer le concours du privé ou du public et en même temps avoir le Master NEF. Et donc, si vous voulez, l'étudiant qui se prépare à être prof dans une école catholique, il doit passer d'abord une licence, n'importe quel type de licence, et ensuite faire ce master. Alors il y a deux types après de profs, il y a des profs du premier degré et second degré. Alors, bon, un prof aujourd'hui qui va être prof en primaire, il doit avoir une licence de n'importe quel type, faire ce master. Donc nous proposons, plutôt que de faire une licence spécialisée qui ne l'intéresse pas forcément, donc une licence d'anglais, de maths, de physique, nous vous proposons une formation généraliste sur 4 ans, qui s'intitule Théologie et Arts libéraux, donc je vais vous en parler un peu plus, et qui va permettre à l'étudiant de s'ouvrir à l'ensemble du savoir, pour être à même, comme futur prof dans le primaire, dans le collège et dans le lycée, d'être capable d'avoir un regard explicatif, performant, critique sur les savoirs qu'il sera appelé à enseigner. Aujourd'hui aussi la crise de l'enseignement, c'est qu'on a spécialisé les profs dans telle ou telle matière, mais pour être bon en particulier, il faut connaître le tout. Ça c'est très important. C'est-à-dire que plus je connais la totalité, plus je connais le particulier. Vous voyez ce rapport particulier au tout, parce que la connaissance du tout m'informe sur le particulier. En concret, je serai bon en prof d'histoire si je connais la révolution mathématique du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Si je dois connaître la révolution galiléenne, la révolution cartésienne. Sinon je ne peux pas comprendre quelle époque on vit. C'est un peu le minimum des sciences. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation dans les arts libéraux? Peut-être certains connaissent. Donc l'expression vient d'Aristote. L'expression d'Aristote, Aristote oppose les arts libéraux aux arts pratiques. Donc les arts libéraux ont donné ce type de formation qui est beaucoup développée, qu'on appelle l'éducation libérale, c'est-à-dire de former d'abord l'étudiant, non pas d'abord un savoir pratique, tel ou tel enseignement, tel ou tel savoir pratique, par exemple, je sais pas, aujourd'hui on va faire on va donner des savoirs très professionnalisants. Beaucoup de parents espèrent que leur enfant soit ingénieur, médecin, c'est bien, mais c'est très pratique. L'éducation libérale consiste d'abord à former à l'amour du vrai, du beau et du bien, c'est toujours la même chose. Et donc, un art libre, c'est un art qui est libre de résultats. On cherche d'abord à éveiller chez le jeune l'amour du vrai, du beau, du bien, qui se diffracte dans tous les champs du savoir, en sciences, en histoire, en littérature, en philosophie, en théologie. La formation dans les arts libéraux, elle était très développée dans l'histoire de l'éducation occidentale, et notamment au Moyen-Âge, avec ces fameux 7 arts libéraux qui étaient découpés en deux. Le trivium, qui était plutôt axé sur la formation au langage. Alors les 3 grandes parties du trivium qui étaient données avant, c'est grammaire, rhétorique et dialectique. Et le quadrivium, qui était plutôt orienté formation en mathématiques. Donc il y avait géométrie, astronomie, musique et arithmétique. Et ouais, donc ces 7 arts-là, c'était un peu la formation de base pour tout étudiant qui voulait aller en théologie ou être juriste. Tout le monde devait d'abord se former l'esprit à l'amour du vrai, du beau et du bien. Et ils y passaient du temps. Et donc, il s'agit pour nous, si l'école catholique c'est de former à l'amour du vrai, du beau et du bien, que les profs soient sensibles à cette question-là et capables, dans les différents matières qu'ils vont enseigner, de saisir ce que c'est pour le vrai, le beau et le bien. Donc ça c'est la vision classique qu'on retrouve avec des nuances entre l'éducation grecque et l'éducation latine. Parce que les 7 arts libéraux, on pourrait dire peut-être un 8e, un 9e. Voilà. Si vous allez à la Chaise-Dieu, c'est personnifié sur l'église de la Chaise-Dieu, là on voit bien. Dans beaucoup d'églises, on voit les personnifications des arts libéraux, c'était très, très développé. Alors ensuite, si vous voulez l'expression arts libéraux, ça peut être perçu comme un fourre-tout. C'est-à-dire,
Aux États-Unis, il y a plus de 400 instituts dans les arts libéraux, mais chaque institut va développer sa propre sauce. Oui. Alors nous, qu'est-ce qui spécifie notre vision dans les arts libéraux? C'est d'abord de penser à l'école de Newman. Alors, Newman, c'était un prêtre anglican qui s'est converti au catholicisme au XIXe siècle, à qui on a demandé de fonder la première université catholique en Irlande, à Dublin. Et il a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle L'idée de l'université, et qui explique, donc c'est 9 conférences qu'il a données avant de créer l'université de Dublin, l'université catholique, et qui explique que dans les arts libéraux, c'est fondamental, mais il faut mettre la théologie au centre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on veut créer une université catholique, ou une école catholique, il ne faut pas se séparer de foi et raison. Tout l'objet de l'encyclique foi et raison de 87 de Jean-Paul, c'est comment articuler foi et raison. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel nous vivons est plein de manifestations d'intelligence divine. Moi j'étais prof de physique avant, je peux vous donner plein d'exemples qui manifestent que ce que nous voyons, c'était pensé, quoi. C'est pas du hasard. Donc, à l'école de Newman, dans notre vision des arts libéraux, nous mettons la théologie au centre. Mais Newman n'est pas allé assez loin pour préciser, parce que quand on a son livre, il ne précise pas concrètement comment on fait. D'ailleurs, l'université de Dublin qui l'a lancé, bon, ça ne s'est pas beaucoup développé. Il y a pas mal de résistance. Le troisième niveau qui spécifie la vision des arts libéraux, c'est de préciser ce rapport théologie et arts libéraux, à l'école d'un auteur que je vous recommande aussi, qui était l'un des formateurs de Ratzinger, qui s'appelle Joseph Pieper. Un livre vraiment génial, et je vais vous en parler un petit peu, très brièvement, qui s'appelle « Les loisirs fondements de la culture ». Vous savez que le mot école, ça veut dire loisir en latin. Scola, scola, ça veut dire loisir. L'école, c'est d'abord le lieu du plaisir. Pourquoi? Parce que on y apprend l'amour du vrai, du beau, du bien. C'est sympa. Et donc, dans ce livre, il précise bien que la théologie doit être au centre des arts libéraux, mais ce qui spécifie pourquoi la théologie est au centre des arts libéraux, c'est qu'elle permet de colorer les arts libéraux dans 3 dimensions. Alors, je vous les donne, je trouve que c'est très intéressant quand même. C'est d'abord que les arts libéraux doivent mettre au centre l'esprit de fête, la joie. L'enfant doit être heureux à l'école. Parce que s'il touche le vrai, le beau et le bien, ça le rend heureux. Donc il faut que l'esprit de joie et donc la célébration de la joie et de la fête soit au centre des arts libéraux. Alors, cette fête, elle a 3 dimensions après, concrètement. C'est que l'enfant va apprendre, et les étudiants ici aussi, à développer leur capacité de réception, d'émerveillement. Donc l'école, c'est élargir son esprit. Il faut s'élargir. C'est génial de savoir quelle est la planète qui est après Uranus. D'apprendre la générosité du système solaire et c'est un exemple. Mais donc élargir l'esprit à l'amour du vrai, c'est la première dimension de la fête. Cette dimension de la fête dans les arts libéraux, c'est aussi de faire aimer le travail. Mais justement, le mot travail il est connoté un peu comme étant quelque chose de difficile, mais l'école, c'est d'abord le lieu de la joie, c'est le loisir. Et puis, et là, il a une expression très intéressante, Pieper, pour expliquer les arts libéraux. Il parle aujourd'hui dans une société, parce qu'il écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on reconstruisait l'Europe. Il dit qu'aujourd'hui, la société, elle est enchaînée au processus de travail. On est tous pris dans la fonction sociale. Il parle d'enchaînement de notre personne, le processus de travail. Et donc les arts libéraux consistent à se désenchaîner ces forces qui nous poussent à être brillants, ingénieurs, médecins. C'est pas mauvais, bien sûr, il en faut, mais il faut d'abord éveiller l'amour du vrai, du beau, du bien des étudiants pour qu'eux-mêmes donnent envie d'éveiller chez les enfants cette idée d'être des héros, de prendre de la hauteur. Donc, voilà, alors ça c'est la vision de Pieper, et puis nous, ce qui nous caractérise particulièrement dans l'Institut, c'est que nous mettons au cœur de la théologie une théologie de la création qui fait voir justement que dans tous les grands champs du savoir, il y a des manifestations de l'acte créateur. Alors je vous donne un exemple très concret. Nous étudions dans l'Institut, on a découpé les savoirs en plusieurs grandes parties. Dans les sciences, cette année, les étudiants ont un cours sur les éléments d'Euclide. Où est-ce que c'est ce livre-là? Il est fondamental, qui est la base même de la géométrie, des cours aujourd'hui en géométrie. Euclide, l'élément de lui, c'est qu'il y a des raisons
concrète qui spécifie des êtres mathématiques. La droite, c'est pas un ensemble de points, la droite, c'est un être mathématique. C'est un logos, c'est une pensée. Pareil sur le segment, pareil sur le cercle, pareil sur le triangle, le carré, ça. Donc on fait voir en mathématiques, on fait voir dans les différentes matières, sur Claudel, là, il y a des cours sur Claudel, en histoire aussi. Donc dans les grands champs du savoir, on essaie de faire voir aux étudiants en quoi ces champs du savoir manifestent aussi des pensées qui ordonnent ces savoirs. Alors en physique, en mathématiques, c'est plus évident. C'est ce que disait Laurent Laforgue, qui est un Dave Fields qui travaille aussi avec la Fondation pour l'école. C'est que le seul lieu aujourd'hui où l'enfant a accès encore à la notion de vérité, ce sont les mathématiques. Parce qu'un triangle de Pythagore est toujours vrai en tout lieu, en tout temps. Donc la notion de vérité, il la touche en mathématiques, mais après, il la touche plus nulle part. Il faut réveiller cette culture de la vérité, pas seulement en mathématiques, mais dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si vous voudriez un petit peu... Donc là, j'ai présenté la dimension intellectuelle de l'Institut, mais l'Institut, il a aussi une dimension de formation humaine, fraternelle, voilà, aussi un peu missionnaire. Mais peut-être vous voulez partager un peu ce que vous avez vécu cette année. Les deux ça, enfin, D'accord. Vas-y, dis. Qu'est-ce qui t'a touché cette année? Comment tu perçois ça? Alors au niveau des cours, c'est vrai que c'est d'une énorme richesse parce que donc, je suis arrivée dans cet institut parce que j'ai rencontré le père Olivier qui fondait des écoles missionnaires. Alors forcément les deux mots me touchaient parce que j'ai envie d'être prof de maths. Et après il m'a dit qu'en fait il n'en était pas encore au collège, au lycée, il m'a exposé son programme de cours. Et je me suis dit, c'est bon, je sors de 5 ans d'études, il y a un moment où j'ai quand même envie de bosser et de faire autre chose. Et alors très concrètement, j'ai pris un surligneur et je me suis dit, je surligne tout ce qui est susceptible de m'intéresser. Et je me suis retrouvée, il y avait peut-être 3 phrases qui n'étaient pas surlignées. Donc en fait, c'était plein d'interrogations qui n'avaient jamais été, auxquelles on n'avait jamais répondu. Et donc, très concrètement, on a des cours de philo du langage, de philo de la nature, de philosophie des sciences, théologie de la création. On a 5 anthropologie, on a un cours sur Claudel, on a un cours de Bible, apprendre à lire la Bible, on regarde l'Ancien Testament, on nous explique des passages qu'on n'a jamais compris. On a des cours sur Galilée, sur Darwin, des questions de l'Église qu'on a, pareil, on se traîne ses boulets depuis plein d'années. Là, on sort d'une session de bioéthique aussi. Là, on sort d'une session de bioéthique. On a aussi on a eu toute une session de théologie du corps. Sur la théorie de l'évolution aussi. Ouais. On a eu 5 sessions d'évangélisation aussi. Voilà, on a une session d'astronomie à l'avenir. Et l'année prochaine, je crois qu'ils mettent en place une session de permaculture. En fait, il y a juste ça, c'est ce que disait le père, c'est qu'il y a plein de trucs. Et forcément, on ne fera pas le tour en une année. Du coup, c'est un peu un éveil à tout ce qui est réel, en fait, tout ce qui est dans le monde et qui suscite un vrai intérêt. Et alors oui, forcément, ça me nourrit parce que c'était ce que je cherchais cette année. Après, les cours, ça concentre une petite partie de notre temps. Finalement, on a cours de 9h à 15h30 globalement. Et encore, on n'a pas cours tous les matins ou tous les après-midi. Et le temps qui est laissé à côté, ça nous permet de lire tous les bouquins qu'on n'avait jamais pris le temps de lire avant. D'étudier un peu nos cours parce que c'est peut-être une des premières années où ça m'intéresse vraiment. J'y vais pas pour potasser mon truc, pour avoir une bonne note à l'examen, mais parce que je suis intéressée par telle pensée et je la creuse de moi-même. Après, il y a la vie communautaire qui est hyper dense, parce que forcément, on se voit en cours toute la journée, et après, on est en colloque ensemble, et puis après, on est encore en pèlerinage ensemble et tout. Donc, il y a une grosse vie communautaire, qui est hyper riche aussi. On a une colloque de filles et une colloque de mecs. Donc, je suis en colloque avec ma soeur Elisa, on est que 2. Et ça, c'est hyper riche. Donc, voilà, comme vous pouvez imaginez, vous avez peut-être des colocs et tout. Et en fait, c'est la vie communautaire, on est dans le presbytère, ce qui fait que on déjeune avec les prêtres hyper régulièrement, on a la messe tous ensemble le dimanche, où on retrouve tous les paroissiens, tous les enfants de l'école.
Donc quelques enfants de l'école, pardon, pas je dis tout, mais... Et ça suscite plein de dialogues, on a ouais, ça, une vraie vie de quartier, on a une vie, un cadre spirituel aussi, on prie ensemble tous les matins, on a messe, l'eau d'oraison proposée. Hein, et voilà. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est. Enfin, pour moi qui fais une année de césure, je me sens pousser des ailes pour retourner dans le monde après. J'ai un peu pas l'impression de justement pas être dans le monde cette année, puisque grâce à la diversité des enfants de l'école et les bons contacts qu'on a avec les parents, justement, on est assez bien vus, nous, parce qu'on est un peu. Enfin, on n'est pas vraiment des adultes, on n'est pas vus comme des profs, mais plus comme des animateurs, des éducateurs. Et on s'entend assez bien avec les enfants. Et donc moi, je me suis vraiment découvert une passion pour comprendre comment est-ce qu'on en était arrivé là, comment la pensée avait cheminé. Et voilà, et c'est vrai que comme disait Marie-Hélène, par rapport au temps libre qu'on a la chance d'être dans un cadre assez magnifique. On peut faire des balades, enfin, c'est vraiment bien. Et puis on peut vraiment avoir du temps, si on veut, pour étudier des choses qui interpellent. Enfin, moi, j'ai jamais autant aimé un temps de révision, parce que justement, pour intérioriser des choses qui ont fait écho en nous. Et voilà, enfin, moi personnellement, j'ai fait un travail d'une dizaine de pages sur la finalité. C'est une question qui m'a interpellée, et justement qui est un passage pour parler avec d'autres personnes justement qui sont pas forcément des convictions qui vont ensemble. Donc voilà, c'est très intéressant. Je pense que c'est ça, on a un peu chacun notre... Par exemple, Pierre-François, il est vachement investi à l'école, il va tous les temps, il va 2 temps de musique, il est dans l'équipe missionnaire. Moi, je suis plus investie, par exemple, on fait des randos avec des gens du quartier, on a d'autres temps comme ça. En fait, dès qu'on a un projet, en fait, on a une communauté qui nous porte dans ce projet, et du coup, on peut mettre en place des choses. Il y a du temps pour. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, la crise aussi des universités catholiques, qui est réelle en France, hein, et des universités en général, c'est que c'est plus vécu comme des étudiants qui font corps sur à la recherche de la vérité, mais comme une juxtaposition d'étudiants qui passent des examens et ils essaient d'avoir des bonnes notes. Donc c'est se retrouver l'esprit un petit peu médiéval, et comme celui aux États-Unis, d'un vrai corps d'étudiants en lien avec les professeurs. Alors après, il y a aussi des pédagogies qu'on développe, comme la pédagogie des Great Books, en travaillant sur des auteurs en direct. Les éléments d'Euclide, l'année prochaine, ils ont 36 heures de cours là-dessus. On va lire Euclide, on ne va pas faire la géométrie avec un manuel du 20e, on va prendre le texte d'Euclide, ses questionnements à lui, ses recherches. Pareil sur d'autres auteurs. Donc on annonce cette pédagogie-là. Il y a aussi l'idée que les étudiants eux-mêmes s'investissent à l'oral. On espère aussi que certains pourront être des tuteurs pour les plus jeunes. Mais ce qui spécifie vraiment, et je le redis, c'est que, parce que là vous ne le voyez pas forcément, c'est vraiment unifier tous les savoirs dans l'axe théologique et surtout dans les 2 premières années de formation, pour que les étudiants soient capables de se réjouir de la vérité qui est présente dans tous ces champs du savoir. Je vous donne les 7 grands axes de formation. Le premier, c'est la théologie. Ensuite, c'est la parole de Dieu. Ensuite, nous appelons le concept de parole et de sens, tout nous parle en fait, tout nous met en mouvement. D'abord la parole de Dieu, ensuite la parole de la création, parce que la création nous parle, elle nous met en mouvement, elle contient des réalités logiques à percevoir. La parole du langage, c'est un sujet fondamental pour la formation des professeurs aujourd'hui. La parole des sciences, notamment avec un gros travail en biologie. Et ensuite la parole de l'histoire, parce que l'histoire est vraiment un lieu qui nous parle et dans lequel on doit s'engager. Et enfin la parole des hommes, dans laquelle nous mettons la littérature et tout ce que les hommes ont pu écrire. Et donc on reçoit la parole, on décode dans ces paroles-là, ce qui nous fait grandir ou ce qui peut nous abaisser, pour que les étudiants eux-mêmes deviennent des paroles. Oui, c'est ça le schéma. C'est je reçois la parole,
parce que ce monde nous parle vraiment de sens. Je suis informé par ce sens, et j'ai envie, ça m'émerveille, ça me donne de la joie, les arts libéraux. J'ai envie du coup de louer, et du coup j'ai envie de m'investir, et de m'investir pour ce monde. Donc les arts libéraux doivent produire l'engagement social. Parce que quand on a touché la vérité, on ne peut pas la taire. La vérité sur l'homme, la vérité sur la famille, la vérité sur un pays, la vérité sur l'histoire. Donc mettons les étudiants en mesure d'accueillir ces paroles. Donc si vous voulez, ça c'est toutes les recherches d'Heidegger sur le concept de parole. Donc, je me suis pas mal inspiré. Chez Heidegger, la parole, elle est forcément en lien avec la vérité. Toute parole, même si elle est fausse, elle est en lien avec la vérité. Parce que tout est ordonné en vue de la vérité. Chez Heidegger, elle est bien compris. Dès que je parle, je suis toujours en lien avec la vérité, même si c'est ce que je dis est fou. Parce que la parole, elle est liée au réel, et le réel me parle de vérité. Donc à nous, comme professeurs, de faire voir dans ces savoirs quels sont ceux qui font élever l'homme et ceux qui peuvent le rabaisser. Pour que l'étudiant ait envie de grandir et de faire grandir les enfants, afin de devenir eux-mêmes des paroles qui impactent ce monde. Ouais. Donc, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si vous avez pu dire, mais peut-être que dans les questions, vous pouvez dire tout ce que vous n'avez pas eu forcément le temps de dire. J'ai pas pu, après, je dirais peut-être après sur ce qui spécifie ce projet concrètement par rapport à d'autres projets. Du coup, ça sera peut-être dans les questions, justement. Puis concrètement aussi, comment on développe 3 programmes de préparation, dont 2 de préparation au CAPES, en mathématiques et en biologie, et un programme de formation en philosophie. Le but, c'est quand même de préparer des profs potentiellement leur faire avoir le CAPES. Ça, c'est pour l'avenir. Voilà. Une question. Oui, j'ai pas très bien compris. Ça, c'est 4 années de formation dans cet institut, qui est où, qui est dans la paroisse. Alors, et puis, attendez, parce que du coup, j'ai pas compris. Vous 3, là, vous suivez des cours dans cet institut, c'est ça? C'est possible, mais si vous dites que vous restez qu'une année, du coup, vous ne suivez pas les 4 années de formation. Et est-ce qu'au bout de ces 4 années, on peut enseigner n'importe quelle matière dans un collège-lycée? Et qui sont les professeurs dans cet institut? Bonne question. Alors, nous avons démarré cette année, parce qu'il fallait démarrer une année, et notamment pour moi l'objectif c'était aussi de rassembler des professeurs de qualité. Des dizaines de professeurs sont tous des docteurs, donc reconnus, dans différentes matières. Ceux que ça intéresse, je peux envoyer l'ensemble du syllabus des cours de cette année avec des professeurs qui ont donné les cours. Donc ce que nous visons pour la rentrée 2019, c'est vraiment le démarrage et la reconnaissance académique de nos projets sur terre. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est la rétroactivité, parce que les étudiants ont passé des examens qu'ils ont passés. Donc l'idée, c'est d'avoir une reconnaissance académique, ou bien par une université catholique, ou bien par une université américaine, qui fait que ce diplôme de 4 ans aura une valeur de licence. Et avec ce niveau de licence, l'étudiant peut rentrer dans un master français, ou bien le master d'enseignement, ou bien passer des concours administratifs en France, ou bien peut-être faire un master de son choix qui sera en lien avec la matière qu'il aura particulièrement explorée dans l'institut. Alors concrètement, dans l'institut, sur les 4 années, ça se découpe en 2 parties. Les 2 premières années forment vraiment dans l'esprit des arts libéraux, avec une culture générale du savoir, et l'axe théologique au centre, donc ce sont les cours qui sont développés actuellement. Et ensuite, les 2 années sont nées de spécialisation. Donc aujourd'hui, concrètement, j'ai 3 profs qui ont accepté de développer ce que vous savez appelle les majeurs. Donc c'est 15 heures de cours par semaine dans les majeurs donnés. Donc la 3e et 4e année de faire en fait, 2 ans à temps plein de la matière concernée. Et qui donnerait un niveau licence. Parce qu'on sera en petits effectifs et parce qu'on travaille de manière rapprochée. Donc de fait, dans l'idéal, c'est que si tout se passe bien, à la rentrée 2019, on sera en mesure de dire à des étudiants, venez chez nous, vous pouvez vous préparer au CAPES en maths, en bio, ou faire la majeure en philosophie, qui ne donne pas le CAPES cette fois-ci, et avec ça, avoir un vrai diplôme d'un niveau licence. Aujourd'hui, je ne peux pas le garantir. Par contre, on a eu un premier niveau de reconnaissance, c'est que notre formation elle est accréditée, c'était oral, mais la Fondation pour l'école reconnaît que notre formation est d'un niveau licence, ce qui permet à un étudiant qui voudrait être prof dans leur contrat de venir chez nous, de passer le concours de la Fondation pour l'école et d'être prof dans leur contrat avec un Master 2.
qui est reconnu par l'État. Donc ça, c'est pas mal déjà. Autrement dit, aujourd'hui, un étudiant qui pose la question d'être prof dans leur contrat, eh bien, plutôt que de faire une licence n'importe quel type qui permet de rentrer dans le master de la formation pour l'école, ben, permettront-nous de faire une licence généraliste, avec la formation en philosophie, en théologie, et dans tous les savoirs que j'ai présentés, sous l'axe théologie, de telle sorte que ben, il s'adonne son cœur, il est motivé, quoi. L'idée, c'est que ben, on a démarré quelque chose, mais c'est vraiment de penser une formation universitaire et un renouveau de la formation universitaire au cours de l'enseignement catholique. Donc ça nécessite, pour ce renouveau-là, effectivement, des professeurs, qui ne soient pas juste des professeurs comme ça, mais qui adhèrent à cette nouvelle vision de formation et qui sont prêts aussi à jouer le jeu de l'accompagnement des étudiants. C'est une vraie question aujourd'hui. Dans les facs, les étudiants sont un peu livrés eux-mêmes. Là, nous voulons que les professeurs s'investissent. Bon, j'ai travaillé avec Rosine justement là-dessus. L'année prochaine, Rosine, elle prendra 2 étudiants et elle fera des Skype avec eux toutes les 2-3 semaines. C'est la prof de docteur en biologie, pour faire un point sur la vie des études. Okay. L'idée, c'est d'impliquer les profs pour eux-mêmes s'investissent dans le tutorat. Donc, c'est comme de repenser l'enseignement, la formation universitaire avec, en plus de la formation intellectuelle, la formation humaine spirituelle la formation humaine spirituelle, et en plus une vraie capacité d'accompagnement et une rigueur académique. Alors vraiment, ça c'est théorique, mais on a quand même sur une bonne voie. Et moi j'ai présenté le dossier de tous les cours à l'université catholique. Et puis là, je vais encore retourner aux États-Unis parce que je présente le projet à 3 universités américaines. Parce que si on a l'accréditation américaine, on aura de facto le niveau licence qui doit après encore passer en commission en France. Mais on a quand même, c'est déjà pas mal, beaucoup de diplômes américains qui sont reconnus en France. Parce que le problème en France, c'est qu'il y a le problème de la collation des grades. Vous connaissez ce problème, c'est en fait, il n'y a que l'État français qui peut dire que tel niveau, c'est un niveau de licence, de maîtrise ou de doctorat. Et c'est l'un des seuls États européens qui fait qu'en fait, on empêche les instituts de préparer. Et la mondialisation fait qu'aujourd'hui, les instituts, ils se font bien leur propre réputation. Si nous préparons bien des profs, on va se faire notre réputation. Et pour démarrer, pour assurer des points, il faut qu'on ait un diplôme, on travaille dessus. Et c'est vrai qu'il faut qu'on y arrive. Donc c'est pour ça que l'équipe des profs, elle est professionnelle. Et ça ne veut pas dire que ça va bien marcher. Ce qu'il faut, c'est aussi un vrai renouveau dans la pédagogie, dans les classes de petits effectifs, dans le fait de donner derrière une perspective concrète d'engagement dans les écoles. Parce que ce qui est fort dans notre projet, c'est que non seulement il y a un institut, on va dire après faites des écoles. Allez-y quoi. Faites des écoles. C'est-à-dire concrètement, c'est bien même. La dimension pédagogique, après, elle sera portée pour la primaire par la Fondation pour l'école, avec ce master-là, et au niveau collège-lycée, parce que nous, en fait, on est en mesure de former des profs de collège, en tout cas en maths et en biologie. La dimension pédagogique, il faudra la travailler aussi. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. C'est comme ça. Mais du coup, pour la primaire, c'est un peu redondant avec l'ILFM. Alors c'est l'ILFM, en fait, comme je le disais, c'est que propose un master qui est très pédagogique, mais qui n'est ouvert qu'à ceux qui ont un niveau licence et non pas de licence. Donc nous offrons ce niveau licence. C'est pour ça que ça intéresse notre projet. C'est qu'en fait, ils récupèrent beaucoup d'étudiants qui ont un niveau licence, mais en fait, ça ne les a pas vraiment formés dans les arts vidéo parce qu'ils sont bien en maths, ou bien en physique, ou bien en anglais, ou bien en histoire. Et nous, on profite de ces 3-4 ans pour ouvrir l'esprit et faire aimer le vrai présent dans toutes les réalités du savoir. Et c'est l'enjeu, hein. Les arts vidéo, c'est de faire voir le vrai présent dans tous les champs du savoir. Donc les étudiants payent cette formation et, ouais. Et du coup c'est répercuté sur le prix de l'école par les parents. Qui est-ce qui finance cet institut? Alors c'est deux choses différentes. Il y a l'autofinancement de l'école par le système que j'ai exprimé. Oui. L'institut lui-même, il est autofinancé. En fait, pour que l'institut fonctionne, le ratio c'est un prof pour 10 élèves. Parce que le coût d'un prof, c'est à peu près 50 € de l'heure. Et il faut faire payer l'étudiant 5 €. Pour que l'institut fonctionne, il faut qu'à chaque fois qu'un prof parle, il faut qu'il y ait 10 élèves. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas économiquement. Mais l'institut coûte beaucoup moins cher que l'école, parce qu'il n'y a pas autant de profs, il n'y a pas autant d'heures et tout ça. L'étudiant doit payer combien? Donc l'étudiant, nous avons demandé cette année, il y a 3 tranches.
le coût de l'année. Il y a la tranche études, on a demandé 300 € par étudiant par mois, la tranche nourriture, 150 €, la tranche logement qui est gratuite. Normalement, il faudrait payer les 3 tranches, parce que tout ça, ça nous coûte. Mais ça donne un ordre d'idée. Donc ça correspond à peu près au coût d'inscription dans une université catholique. C'est un peu 300 € par mois pour les études. Après, mais nous, comme nous voulons créer l'idée d'un campus, hein, donc forcément il faudra qu'on loge les étudiants. C'est ça qui va fonctionner, s'il n'y a pas le campus, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait un corps d'étudiants, comme j'ai vu. S'il y en a que ça intéresse, allez voir sur le site aux États-Unis, Aquinas College, 400 étudiants, impressionnant, hein. Moi j'y suis allé, j'ai visité, j'ai passé 2 jours, on voit 400 étudiants plus jeunes que vous, passent 4 ans dans les arts libéraux, après ce sont les meilleurs pour rentrer dans les masters, en médecine, en ingénierie, c'est les meilleurs, parce qu'ils ont été formés à l'esprit vraiment intelligent. On peut aller aussi voir Thomas More, site de Thomas More, dans le New Hampshire. Vous pouvez aller voir Christendom College aussi, au sud de Washington, Steubenville. Bon, ça c'est un peu plus gros, mais nous en fait on voudrait un peu s'inspirer de ce qu'a fait Aquinas College en Californie, que j'y sais. Et puis là je vais aller dans le New Hampshire, donc Thomas More, qui est 80 étudiants qui sont 4 ans dans les arts libéraux. Et après ils font des masters. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus cette culture des arts libéraux qu'on a perdu en France. En France, l'université est devenue très professionnalisante. On veut des ingénieurs, des médecins, machin. Il faut réinverser la tendance si on veut avoir un vrai renouveau dans l'enseignement catholique. Si on veut avoir un vrai renouveau d'un amour des valeurs qui sont quand même orientées vers l'action du vrai de Dieu. Est-ce que, tout ça, obligatoire finalement d'avoir cette éducation, logement, nourriture dans le même lieu, c'est pas un peu une espèce d'abeille Thélème où tout le monde est ensemble et ne sort pas finalement, et parfois avoir un prof qui ne pense pas comme nous ou qui n'est pas chrétien, ou ça peut bousculer nos conditions, et du coup là ce serait finalement pendant 4 ans on est vachement dans un vase clos et c'est peut-être pas forcément bon pour la formation. Non mais je pense que là c'est on réfléchit là-dessus, c'est progressif. Je pense qu'une première année, je pense que c'est vraiment bon d'avoir une vraie formation, enfin, je parle dans une type de formation de prof catholique. Donc d'avoir une vraie formation à la vie prière, à la vie fraternelle. Est-ce que c'est ce qui va se passer dans l'école? Il faut qu'il y ait des profs pris ensemble, il faudra qu'il y ait une vraie vie fraternelle, et progressivement ouvrir. Donc moi je conçois plutôt que les 2 premières années soient plutôt un peu sous forme de campus, comme ils suivent aux États-Unis, et après d'ouvrir davantage avec des étudiants qui peuvent venir de l'extérieur aussi. Mais on voit aussi les limites de ça. Il faut créer un vrai corps. C'est vraiment une question qui, à mon avis, à laquelle on répondra sur le terrain au jour d'aujourd'hui. Il y a un vrai défi pour les profs d'enseignement catholique de les former aussi au niveau humain et spirituel. C'est fondamental. Sinon, il n'y aura pas de vraiment. Et d'autant plus que, je ne veux pas trop mettre en valeur même Pierre-François, mais quand on rencontre le Seigneur, on a envie d'étudier après. C'est vraiment important. Plus je c'est un peu l'expérience de Pierre-François, mais quand on prie, on s'intéresse vraiment, on se met à s'intéresser à tout ce que Dieu a fait. On s'intéresse aux maths, à l'histoire, à tout quoi. Il y a cette société, on s'intéresse à la politique, on s'intéresse à... donc je dirais, la question de l'ouverture va se faire après petit à petit. Hein. Je pense que donc il faudra trouver la forme, la modulation. Moi j'ai une question sur un mot que vous avez utilisé au début, qui est le mot process. Ouais. En fait, j'aime beaucoup la philosophie générale de votre projet, et je pense que c'est l'avenir. Mais en fait, ce mot il m'a un peu surpris en termes de logique par rapport au reste, puisque la manière dont vous avez défini le projet, c'est à partir de la définition en grec de l'école par Scolé, et qui est le loisir, et vous avez théorie qu'il faut être généreux, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de recherche d'efficacité qui... En fait, j'aurais la question un peu inverse précédemment, est-ce que l'école n'est pas trop couverte sur une certaine logique, disons économique, qui se trouve en dehors de l'école et qui aujourd'hui la détruit. Donc
moi je suis prof dans le secondaire public, et en fait il y a une espèce de recherche d'efficacité permanente qui détruit le geste de l'enseignement. Et du coup, est-ce que ce mot, j'aimerais bien que vous précisiez ce que vous entendez par process, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que les profs dans vos écoles vont suivre un process pour enseigner, ou bien est-ce qu'il ne serait pas plus logique de leur faire bénéficier de la liberté à laquelle vous prétendez donner? Alors, le mot process, je l'entends d'abord au sens du label qualité de ISO 9001, c'est-à-dire ce mot process, il qualifie la manière dont aujourd'hui les entreprises comme des projets peuvent recevoir le label qualité. Donc ça ne concerne pas d'abord l'enseignement, mais l'ensemble des procédures d'un projet qui font que ce projet tourne bien. Ce n'est pas d'abord l'enseignement quand j'emploie le mot process. Dans une école, par exemple, le process sera qu'est-ce qui se passe si l'enfant se blesse. Alors, si le prof ne sait pas quelle procédure il doit suivre, ça peut être le why très rapidement. Si l'enfant est allergique, comment ça se passe pour les sorties d'eau. Le mot process, nous ne l'appliquons pas d'abord au niveau de l'école par rapport à l'enseignement. Parce qu'au niveau de l'enseignement, les professeurs bénéficient d'une liberté d'enseignement. Les professeurs sont d'abord appelés à faire aimer chez les enfants l'amour du vrai, du beau et du bien. Et par contre, mais ça c'est hyper abstrait. Ça veut presque rien dire. Non, ça veut dire qu'eux-mêmes doivent être. Je connais plein de professeurs qui veulent faire aimer le lait, le faux et le mal. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent, autant que possible, eh bien, faire s'émerveiller les enfants sur ce réel auquel ils sont, qui font voir leurs enfants, et de leur faire voir dans ce réel eh bien, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de vrai, ce qui peut susciter le lien. Je comprends la question, c'est-à-dire qu'après, je pense qu'il faut être vigilant sur le fait que, au cœur de l'école, il ne faut pas créer une culture on va dire, d'efficacité, de recherche à tout prix des bonnes notes. Et de contrôle. Voilà, et l'action des contrôles, pour surtout faire que l'enfant lui-même, à son rythme, puisse découvrir voilà, le savoir. Mais ma question, je pense, sur les professeurs, sur les enseignants. C'est-à-dire que ce que je trouve magnifique dans notre projet, c'est qu'il y a une recherche simultanée de liberté et de communauté. Et je pense que le concept de paroisse, en fait, il est extrêmement important à ce titre. Mais du coup, ma question précise, elle porte sur la liberté que vous octroyez, que vous laissez aux enseignants. Puisque je ne conçois pas qu'on prétende à une liberté sans la laisser aux enseignants. En fait, je pense que la liberté, elle est laissée aux enseignants, elle est dans la manière dont ils vont pouvoir développer leur créativité. Donc c'est ce qui se passe concrètement. Mais en même temps, nous leur donnons aussi, avec l'équipe pédagogique, enfin, la direction pédagogique, quelques objectifs d'année. Il faut les atteindre. Après, par exemple, je sais pas, en CP, apprendre l'addition. Concrètement, il faut quand même que l'enfant sache faire l'addition, parce que c'est une question importante. Et apprendre l'addition ne s'oppose pas à créer cet éveil à l'amour du vrai, du beau et du bien. Donc il faut donner des objectifs et laisser. C'est pour ça que bon, c'est pas assez développé, mais on veut quand même mettre au cœur de l'école ce qu'elle a bien compris Marianne, c'est-à-dire s'adapter à l'enfant en fonction de ses centres d'intérêt. L'année prochaine, par exemple le mercredi matin, on aura un mercredi sur deux, un temps où l'enfant pourra choisir la matière qu'il veut. Et là, c'est l'enfant qui va lui-même choisir ce qu'il veut étudier avec le professeur. Il y aura cette liberté qui sera laissée du côté du professeur comme dans... Il faut trouver aussi, il faut en même temps fixer du côté des professeurs des grands objectifs, les grandes progressions de l'année. Par exemple, le programme d'histoire, qu'est-ce qu'on veut donner en programme d'histoire pour l'ensemble de la primaire. Donc c'est des grandes lignes
les grandes progressions en histoire. Après, la manière dont ça va être enseigné, là, il faut laisser la liberté. Bien sûr, parce que chaque prof est unique, et il y en a qui vont être plus sur le jeu, d'autres qui seront plus sur par le matériel audio, vidéo, tout ça. Mais il faut tenir aussi quelques objectifs qui ne s'opposent pas à... Et je pense que cette difficulté, on va la rencontrer plus au collège et au lycée, lorsque concrètement il faut passer des examens, quoi, du bac. Les examens du bac, des objectifs il y a des programmes. Mais il faudra veiller. Oui, mais un programme, c'est pas un process. Non, tout à fait. Mais quand je parle de process, en fait, c'est plutôt les process au niveau du fonctionnement de l'école, dans sa structure de fonctionnement, et pas au niveau des programmes. Vous avez raison, c'est que nous, la belle qualité, là, c'est comment on inscrit un enfant à l'école, comment on gère les différents temps de la vie de l'école. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un process sur les programmes, non. Par contre, il y a des objectifs, il y a des progressions qu'on essaie de baliser et sur lesquels il faut travailler avec des conseils de bouquins. Après, le prof, c'est à lui de... La première qualité de l'enseignant, c'est l'enthousiasme. Il faut qu'il soit enthousiaste. S'il n'est pas motivé par ce qu'il dit, c'est ça qui va arriver. C'est que le prof est enthousiaste, il va faire découvrir la joie de cette théorie dans le collège, où il va faire voir le caractère un petit peu donné du savoir, et pour conduire l'enfant à l'émerveillement et à la fête. Donc les process, oui, c'est pas d'abord au niveau pédagogique, c'est clair. On va tomber dans le... mais c'est un... Ouais. Et est-ce que, c'est un peu corrélaire de ma question, est-ce que les professeurs, c'est une question un peu, je ne sais pas comment dire, de syndicaliste, est-ce que vous leur demandez pas trop en termes de temps de travail? C'est-à-dire que moi, mon proviseur, il me dit voilà, tu sois investi, tu sois enthousiaste, tout. Je dis bah, je suis. Non, mais il faut vraiment que tu fais là, tu fais entre midi et deux, tu fais un soir. En fait, même si c'est une relation, enseigner, c'est un travail, ça prend du temps, etc. Peut-être qu'un jour, il y aura des professeurs qui auront une autonomie. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas de risque, comment est-ce qu'on fait pour distinguer la vocation du prof de la vocation du prêtre? C'est-à-dire que moi, je conçois parfaitement, puisque précisément je ne me suis pas, qu'un prêtre puisse être sollicité à tuteur du pandémie. Mais par contre, un professeur est comme tout travailleur, en fait. Ça me semble aberrant. Et donc, comment est-ce qu'on pense à cette distinction? Ouais. Non, mais alors, c'est... moi, je prie pour que le Seigneur suscite dans ce projet une congrégation religieuse. Parce que je pense que si on veut vraiment un renouveau de l'enseignement catholique, il faut aussi, ça ne veut pas dire que les profs là, ils sont pas donnés, hein, mais c'est que dans les arts libéraux, dans l'essence même de l'école catholique, il y a l'idée de gratuité. Et je pense que dans une école, c'est que certaines personnes comme les prêtres, les consacrés, incarnent le fait que l'enseignement soit gratuit, parce qu'eux-mêmes se donnent gratuitement. C'est assez fondamental au cœur de l'école catholique. C'est très problématique pour des laïcs. Tout à fait, c'est pour ça que je dis que ça ne concerne pas d'abord des laïcs. Par contre, pour des laïcs, de fait... Et même pour des religieux d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une affaire en ce moment sur la congrégation religieuse au Vatican, à Rome, qui a dit en fait, au nom de la vocation, de la vérité, etc., on exploite complètement les religieux. Bien sûr. Non, mais là il faut trouver, bien sûr. Ça c'est aussi la question de l'accompagnement des communautés religieuses. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est, en tout cas, il y a une fonction de témoignage très forte lorsqu'il y a un religieux qui donne sa vie et qui c'est-à-dire qu'il donne sa vie des soins. Voilà. Ce qui fait que je pense que c'est nous sommes sur d'abord le registre professionnel, donc il y a, tout ça c'est le nombre d'heures de travail, l'engagement qui est demandé, qui est cadré professionnellement. Nous, en tout cas dans notre projet, ce que nous demandons en plus à un prof, c'est de faire partie d'une soirée dans la semaine. On va prier ensemble entre profs pour porter le projet. On ne va pas lui demander en plus de faire ces temps de milieu, après c'est libre. Mais je pense que si on veut vraiment, en tout cas,
permettre un vrai esprit d'équipe, il y a besoin d'un temps ecclésial, qui est entre guillemets du bonus, c'est vrai, qui doit se vivre entre profs. Parce que sinon, si les profs ne prient pas entre eux, s'ils ne partagent pas autour de la vision, je pense que ça peut vite faire le souffle des origines. Dans les écoles sous contrat, les profs ils s'engagent à faire 1 heure de KT. Nous, on ne leur demande pas ça. Donc en fait, cette heure est transférée sur l'heure ce temps du soir. Mais votre question, elle est... eh bien, je pense qu'il faut que le directeur de l'école et le responsable pastoral de l'école soient très attentifs à ce que vous dites. Pas, évidemment, user les professeurs. Et c'est pour ça que nous privilégions aussi pour pas mal les mi-temps. Là, on essaie de privilégier les mi-temps pour que les professeurs aient leur vie de famille aussi à côté et soient du temps. Je ne sais pas si ça répond assez. Je pense. Ça pose un autre problème parce que le temps, c'est un statut précaire. Oui, mais c'est parce qu'en fait, les personnes se marier ou. Ah oui, tu es un père de famille, voilà, on t'engage, mais c'est un mi-temps. C'est super, mais moi, il faut que je Non, mais là, c'est le cas de femmes dont les maris sont à plein temps. Enfin, c'est sûr au mari de faire 2 heures de mi-temps. Pardon. Non, bien sûr. Non, mais c'est pour dire. Les modèles changent, quoi. Ouais. Non, bien sûr. Non, mais c'est pour dire que. C'est bien, non, mais on s'adapte. Ce sur quoi il faut veiller, c'est d'être professionnel. Ça, c'est clair. Et là, il faut qu'on soit vraiment professionnel. Et c'est un défi, hein. C'est un défi, il faut qu'on soit professionnel sur le nombre d'heures de et en même temps, si on veut qu'il y ait ce projet garde sous les origines, il faut qu'on demande un engagement pédagogique un peu plus grand, c'est vrai. Il faut. Je pense de toute façon que les gens, moi c'est ce que je dis aux profs, je leur dis de toute façon, ce projet, à un moment, si vous n'êtes pas heureux, vous partirez, si vous trouvez votre équilibre. Donc c'est à nous de qui doit se faire, sinon les gens ils partent. Est-ce que justement, ce projet tel qu'il est décrit ne peut pas justement qu'être paroissial? Parce que dans la mesure où il est paroissial, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénévoles, de gens qui en fait gravitent autour, mais ils ne sont pas forcément payés professionnellement, et permettent justement de trouver un équilibre pour que ceux qui gagnent leur vie concrètement en tant que professeurs puissent faire des horaires. Ouais, tout à fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que finalement, voilà, tout se tient, c'est-à-dire qu'en fait une école comme ça, retirée de la paroisse, ne pourrait finalement humainement pas tenir, parce que ce serait en fait des heures. Non, de fait, en tout cas, on peut arriver à un tel prix bas, parce qu'il y a pas mal de bénévoles qui sont aussi des paroissiens, parce que les gens qui aident, qui sont prêts à donner et qui ne sont pas salariés. Et qui en vivent. Et je donne aussi l'exemple dans l'équipe missionnaire, au cœur de l'école, il y a des parents qui s'investissent pas mal dans la vie de l'école. Dans d'autres écoles, c'est le directeur qui fait ça. Donc les travaux de l'événementiel, aujourd'hui, c'est pas porté par l'équipe des profs, ou par la direction. C'est porté par des paroissiens, enfin par des parents de l'école qui s'investissent dans le projet. Donc il faut trouver les énergies autre part, hein, c'est vrai. Je pense que c'est le rôle du directeur de veiller à ce que chaque prof se sente bien. Dans le projet. Il y avait une question ici, vous savez. Je ne sais pas trop comment poser ma question, mais c'était un peu la position par rapport au sous-contrat. Est-ce que c'était pas possible de donner, moi je suis prof et je vois autour de moi plein de profs qui ont une bonne volonté énorme et qui aussi ont l'amour du vrai, du beau, du bien, et c'est ce qu'on... je pense que beaucoup, on se dit notre matière n'est qu'un prétexte, ce qu'on veut c'est le lien à l'enfant, etc. Je pense que c'est vraiment général chez les profs. Pourquoi se mettre en hors contrat et du coup se séparer en fait de la majorité de l'enseignement catholique? Pourquoi ne pas faire quelque chose qui vienne justement soutenir tous ces profs qui veulent faire que le bien, Et oui, on n'a aucune formation. Moi je suis vacataire, j'ai eu 0 formation. En fait, la première réponse, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre diocèse, il n'y a plus de place dans les écoles catholiques. Or, aujourd'hui, pour créer une école catholique, il faut au minimum 5 ans de hors contrat. Donc, si on veut créer. Moi, il y a des familles qui sont sur liste d'attente, qui ne sont pas de place dans les écoles catholiques dans mon diocèse.
Donc s'ils ne seraient pas dans une école, c'est pas notre école. Il y a une vraie attente de place déjà. Aujourd'hui, l'État a mis un quota, parce que les écoles sous contrat, elles fonctionnent par quota. Il y a un nombre de postes par académie. Et d'ailleurs, je crois que Macron a gelé le nombre de postes, de création de postes. De toute façon, il ne faut pas dépasser 20% d'écoles catholiques en France. Donc là, il y a un problème. Ensuite, je crois que Macron a dit qu'en plus, donc, au bout de 5 ans, ça ne veut pas dire qu'on pourra verser sous contrat. C'est la première raison. La seconde, c'est que l'école hors contrat permet, nous, de faire un choix de classes de petits effectifs. On ne dépasse pas 16 ou 17 élèves par classe. Et ça, je pense que c'est assez important dans les écoles primaires et dans les collèges d'avoir un nombre limité d'enfants. Or, dans le sous-contrat, on est sur du 25 ou du 30, en tout cas, dans notre diocèse, ça dépend après des écoles. Donc c'est aussi un choix pédagogique de classes de petits effectifs pour faire un enseignement de proximité de qualité. Ensuite, il y a l'aspect qui est aussi propre à notre projet, qui est paroissial, et donc aussi, si je peux dire, missionnaire. Et donc, l'école hors contrat va permettre d'avoir une équipe de professeurs unis autour de valeurs. C'est difficile dans les écoles sous contrat, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais de renouveler vraiment des équipes de profs et de faire que les équipes de profs soient vraiment unies autour des valeurs chrétiennes si il y a quelques profs qui voilà, sont... Ça ne veut pas dire qu'au niveau d'une classe particulière... Oui, mais si on ne propose pas, ça ne peut pas se faire. Enfin... Oui, non, mais en fait, notre projet, il a quand même... Enfin, notre projet, il n'est pas que pour les écoles hors contrat. Hein. Cet institut, il est aussi pour aider... Ce que j'ai dit bien directement de l'enseignement catholique local, c'est si on peut préparer aussi des profs de l'enseignement catholique sous contrat, tant mieux. Hein. Ils visent aussi ça. Simplement, on a un projet concret de multiplication qui est attendu parce qu'il y a pas de place à travers les écoles hors contrat. Et donc, et ce que je vois aussi, c'est que le hors contrat, il stimule les écoles sous contrat. Mais nous, en tant que prêtre, on peut associer les écoles sous contrat parce qu'on est demandé, on va aider aussi, on le fait complètement. Mais il y a une attente. Je sais pas si ça... Mais en fait, derrière votre question, l'école catholique sous contrat, elle a une vraie importance. Hein. Elle a un vrai enjeu de nouveau. Mais en fait, de diviser tout un peu partout, on voit France banlieue, on voit ça, on voit plein de trucs. Je dis, mais en fait, est-ce que c'est pas plus de force si on fait quelque chose dans les écoles qui existent déjà dans ce Ouais, mais je pense aussi que ça suscite des vocations. Aujourd'hui, vous savez, il manque beaucoup de profs quand tu dis que sous contrat. Et donc, ça, des petits projets comme ça, où on trouve bien sa place, et je ne dis pas qu'on fera la prod dans ce contrat, hein, ça suscite aussi des appels à la vocation d'enseignement, parce qu'on y trouve peut-être davantage son compte, on s'y projette très facilement. Mais ce qui justifie en fait ultimement pour nous les écoles hors contrat, c'est quand même un projet paroissial dans notre cas. Et or, une école, elle n'est pas forcément paroissiale déjà. Elle est sur un bassin très large, c'est difficile après d'aller à la rencontre des parents. Parce que nous pouvons viser l'enfant et sa famille. C'est-à-dire qu'on peut le faire dans ce contrat, mais un territoire local, un territoire, ce que nous faisons ça. L'école hors contrat est permis. Merci beaucoup.